Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente et merci à tous de m'avoir invité. Alors en fait, je suis un bon exemple de tout ce qui vient d'être dit. Je suis né en Algérie, j'ai émigré en France à l'âge de 6 mois. J'ai été élevé en Auvergne, j'ai émigré à Marseille, puis au Canada, je suis revenu en Auvergne. Donc vous voyez, j'ai des facteurs de risque, des facteurs de protection, et au total, les choses sont plutôt équilibrées. Malheureusement, je suis devenu psychiatre. Et peut-être, malgré tout, je vais essayer de survivre à un élément important, c'est la discrimination subie du provincial, à qui on mange son temps, je veux dire, par Florence, et malgré tout, je vais survivre à ce truc-là, mais je vais essayer d'accélérer de manière à ne pas perdre trop de temps. Donc, mes conflits d'intérêts pour commencer. Et je vais reprendre des éléments, vous voyez, je vais essayer de revenir sur des éléments qui ont été évoqués par Marie-Odile, sur que repérer, discuter des outils, parler de quelque chose qui est intéressant, c'est la notion de calculateur de risque, et puis des aspects d'application qui peuvent être mis en œuvre. Le titre parle de l'étude européenne, qui a été évoquée à plusieurs reprises. On y a participé, on a vu tout à l'heure l'aspect sur l'urbanicité. Je n'évoquerai pas directement ça dans cette présentation, parce que les éléments qu'on a à l'heure actuelle ne permettent pas d'en sortir beaucoup de choses, mais par contre, je parlerai de l'aspect québécois, donc nonobstant la demande qui a été formulée par le président, mais je vais essayer malgré tout de répondre à la question générale et de traiter ces différents points. Premièrement, élément de contexte, vous voyez beaucoup de publications, une augmentation très importante. Ça, c'est un papier qui date de 2013 et on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt par rapport à cet aspect de repérage. Mais ce qu'on voit dans ce papier qui est sorti il y a quelques semaines, c'est que les éléments principaux sont centrés sur, là, vous voyez en haut, la clinique, le repérage clinique, des éléments d'environnement, et on voit que, on a évoqué les biomarqueurs, mais j'y reviendrai mais rapidement, on voit que les éléments de biomarqueurs font l'objet de recherche, mais posent un certain nombre de difficultés sur lesquelles je vais revenir, mais qui ne permettent pas à l'heure actuelle de donner des éléments aussi intéressants que les éléments de clinique. Si on revient à cette diapositive qui a été déjà montrée tout à l'heure, c'est extrait d'un papier de Fusar-Poli qui est un papier très intéressant de général qui essaie de positionner cette évolution individuelle de ce qu'est la pathologie avec... Alors, ce qui pourrait être différentes phases, vous voyez qu'en bas, il y a marqué prévention et traitement, et vous voyez les différentes périodes, les périodes en fonction de l'évolution de la vie, avec différents éléments qui sont intéressants parce que justement, la problématique du repérage est majeure. En fait, on voit que ce qui est le plus à droite, c'est donc la maladie déclenchée, et on voit les deux périodes, ces deux périodes-là, qui sont cette période-là et cette période-là, qui correspondent à une symptomatologie, à des manifestations cliniques qui sont d'intérêt et dont le repérage fait partie de cette notion de repérage précoce. On a ce qu'on appelle là des symptômes de base, basing symptoms, donc je vais y revenir, et là on a les formes atténuées de manifestations psychotiques qui sont des éléments importants. Si on revient sur cette notion de symptômes de base, c'est une notion assez intéressante, mais assez complexe, qui a été développée depuis les années 60, qui se base sur les éléments subjectifs qui peuvent être ressentis. Alors tout à l'heure, Marie-Odile est partie, mais elle nous a appris que elle a toujours ressenti des moments où elle a l'impression de tomber dans le vide quand elle s'endort, ou des moments où quelqu'un lui parle dans sa tête alors qu'il n'y a personne. Donc vous voyez, c'est des éléments importants qu'elle puisse partager avec nous. Mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est de dire que dans ces travaux faits par Hubert, l'idée était vraiment de décrire ces sortes d'expériences subjectives dans tous les domaines cognitifs, ça veut dire les difficultés qu'on peut avoir spécifiquement à réfléchir, à se concentrer, à avoir l'impression que la pensée ne fonctionne pas bien, mais aussi des éléments de la perception de soi-même et de son environnement, perception du corps, des éléments affectifs autour des éléments émotionnels qui ont été soulignés tout à l'heure dans leur importance, mais aussi les interactions sociales. Il a essayé de décrire ça, donc il y a eu pas mal de travaux avec un certain nombre de symptômes de base, et on voit des symptômes de base cognitifs qui sont la réactivité émotive accrue à des événements quotidiens. On a parlé tout à l'heure, cet imprévu qui peut entraîner des manifestations. Et donc tous ces éléments-là sont des éléments qui peuvent être très précoces, on l'a vu, souvenez-vous la diapositive précédente, et en fait qui sont des expériences subjectives qui peuvent être rencontrées par tout le monde. Ce qu'on retrouve dans ce papier, dans cette étude de Meng qui a été publiée il y a 8 ans,
C'est dans une population qui a été explorée, il y a des patients de la population générale, GPS ça veut dire population générale, des patients qui présentent une forme une trouble psychotique à début précoce et des patients qui ont un trouble psychiatrique autre, non psychotique, manifestation anxieuse, manifestation dépressive par exemple. Et ce qu'on retrouve, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est deux choses sur ces deux tableaux. Le premier élément, c'est que la prévalence quand on explore des symptômes de base chez les patients ayant à ce moment-là déclenché une manifestation, un trouble psychotique est très supérieur lorsqu'on regarde rétrospectivement par rapport à ce qu'on observe dans la population générale ou chez les sujets qui présentent un autre trouble non psychotique, et donc avec les différents types de troubles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un élément intéressant. Donc un élément qui est fortement associé au préalable au risque, enfin au risque, là on n'est pas dans le calcul de risque en termes probabilistes, mais là dans la description, c'est beaucoup plus fréquemment présent chez les patients qui ont déclenché un épisode psychotique, premièrement. Et deuxième élément, ça c'est ce qui a été montré, c'est qu'il y a des types de symptômes qui sont plus présents, qui permettent de discriminer les groupes. Certains sont plus présentes, les formes cognitives, etc., sont plus présentes par rapport à chez les sujets présentant un épisode psychotique, donc antérieurement. Et donc on voit tout l'enjeu de ces expériences et de repérage pour discriminer. Le problème, c'est comme je l'ai dit, ce sont des expériences subjectives très individuelles et difficiles à identifier. Le syndrome psychotique atténué, c'est quelque chose qui a fait son apparition dans le DSM-5, dans la 5e version du DSM, en 2013. Et en fait, il y a tout un débat. Ça reste dans quelque chose qui est dans une section des choses qui doivent être conduire à de nouvelles études. C'est, comme vous le voyez, des critères qui montrent la présence de manifestations psychotiques, mais d'intensité moindre et de durée moindre par rapport à un épisode constitué. Vous avez vu tout à l'heure que c'est quelque chose qui peut être à la phase précédant la phase initiale. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces manifestations-là ne débouchent pas forcément vers un trouble constitué, mais constituent la description, les caractéristiques d'une population particulièrement à risque. Et là, c'était simplement pour montrer, dans une étude assez récente, les éléments dans une population. Alors, c'est un petit peu, on va dire, comme le sondage qui a été fait, qui nous a montré Marie-Guil tout à l'heure, mais en fait là c'était fait de manière plus précise avec un outil de diagnostic, et on voit une prévalence dans une population, c'est une population de Bâle qui a été des sujets interrogés, donc tous n'ont pas accepté, un tiers ont refusé d'être interrogés, mais vous voyez plus de 1000 personnes, donc c'est des sujets, hein, et on voit quand même 12%, un peu plus de 12%, qui décrivaient la présence de manifestations de ce syndrome psychotique atténué, mesuré avec un outil spécifique, premier élément. Et le deuxième élément qui est intéressant, que j'ai mis en gras là, c'est qu'en fait, il y a quand même presque 60% des patients qui ne décrivent pas une détresse ni intense ni modérée associée à la présence de ces symptômes. Donc on voit toute la problématique de quelque chose qui est présent, dont on voit que c'est associé à une situation de risque, mais qui pour l'individu à un temps T n'entraîne pas forcément un état de détresse qui donc conduit pas forcément à chercher de l'aide, qui peut être identifié bien sûr par l'environnement, par rapport à des modifications comportementales ou des propos, mais je veux dire qui pour le sujet n'est pas identifié comme tel. Alors, ça, c'est Fusard-Poli toujours qui disait, en fait, chez les gens qui recherchent de l'aide, une fois de plus, c'est des éléments importants, on peut se retrouver avec toutes ces catégories-là. Donc des gens qui ont ces syndromes psychotiques atténués, ces gens qui ont des symptômes de base, mais aussi des gens qui ont des manifestations plus intenses, ces fameux brief limited intermittent, donc qui est un élément qu'on voyait sur le schéma tout à l'heure, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dessus, ou des gens qui rentrent dans un épisode psychotique, ou des gens qui ont des antécédents, je veux dire, familiaux, donc avec un risque génétique qui peut exister, qu'on peut identifier. Et on voit toutes ces catégories-là d'individus qui ont des caractéristiques particulières sur lesquelles il faut se pencher spécifiquement pour essayer de faire du repérage précoce. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que les psychiatres, quand ils s'y mettent, pendant un temps donné, ils arrivent à produire de la complexité. Et en fait, c'est important parce que c'est quand même une de nos caractéristiques et il faut, j'insiste là-dessus, c'est plutôt une de nos qualités. Mais en fait, parfois un défaut. Simplement, il faut que vous voyez deux choses là-dedans. Il faut pas c'est juste pour que vous voyez les éléments. Premièrement, l'élément principal, c'est de voir que c'est complexe. Ce sont les outils de repérage qui existent. Et ça, vous voyez, il y en a de nombreux. Ça pose un problème. Beaucoup d'outils, ça veut dire beaucoup de gens qui ont des approches différentes.
Quand même, ces outils, ce n'est pas des choses qui se font n'importe comment. Et on voit l'élément, le deuxième élément que vous devez voir, c'est que vous voyez, ils sont répartis dans la partie haute. C'est les symptômes, les outils qui sont basés sur l'identification des basic symptoms dont j'ai parlé. Et la partie basse, c'est ceux qui sont basés sur l'identification des symptômes psychotiques atténués. Et vous voyez qu'il y a une zone intermédiaire, parce que ça aurait été trop simple, où on mélange un peu les deux. Donc en fait, on voit que c'est une évolution dans le temps. Hein. Tout en haut, vous voyez l'évolution dans le temps. Et c'est parce qu'il y a des progrès qui se font. Ce n'est pas juste pour le plaisir de dire « tiens, moi, je vais faire mieux que le précédent ». C'est simplement qu'il y a une réflexion qui s'affine. Mais en même temps, ça crée de la difficulté. Parce que quand vous avez beaucoup d'outils comme ça, eh ben, en fait, il faut faire un petit peu un travail d'évaluation de la manière dont on peut utiliser les outils. Et ça, les conséquences importantes, c'est que, par exemple, ça, c'est un outil de référence qui a été validé en français par l'équipe de Marie-Odile Krebs. Et en fait, qu'on obtient des outils dont l'intérêt vraiment est base, je veux dire, la manière dont on peut décrire pour essayer de faire ce repérage précoce dans ces populations-là, où on mélange, comme je le disais, des éléments de repérage de symptômes, et ce qui est en rouge, c'est des symptômes de base, je l'ai décrit par Huber, qui sont vraiment des éléments de ce vécu subjectif. Donc vous voyez, il y a des tentatives importantes pour essayer de cadrer des outils. Il y a des outils dont on a vu la place centrale, je ne vais pas détailler, puis ce n'est pas important là en l'état, mais juste pour vous voyez la manière dont le raisonnement se construit. En même temps, quand on a beaucoup d'outils, on obtient ça. Ça, c'est quoi? Encore l'évolution dans le temps et les différentes études en fonction des outils employés. Il n'y a pas grand-chose à détailler, hormis deux choses qui sont importantes. Le problème, c'est qu'effectivement, vous voyez que l'identification, plus on monte, là, donc tout ce qui est foncé, ça veut dire que la qualité de l'outil dans une population ultra-haut risque a identifié le risque de transition. Et effectivement, un outil qui identifie beaucoup, donc quand on est assez foncé, il y a certains outils, certaines études, eh ben, c'est un élément important parce qu'il permet de repérer, on va dire, les gens qui ont le risque le plus élevé. Et puis, deuxièmement, vous voyez qu'il y a aussi dans la présentation, alors c'est les collègues québécois qui ont fait ce papier, elle mérite de faire cette tentative de rassembler sur un schéma à montrer les choses, mais il est assez compliqué. Vous voyez que le bord des rectangles témoigne de la durée de l'étude. Et effectivement, plus une étude est longue, plus elle permet d'observer réellement le risque de transition. Donc bien évidemment, c'est un élément important. Donc simplement pour montrer qu'on a beaucoup d'outils, qu'ils ont évolué dans le temps, qu'on a des dispositifs, c'est quand même important, mais qu'ils ont des caractéristiques variables et qu'il y a un travail probablement de simplification à faire par rapport à ça. Alors, quand même, si on regarde les outils, parce que la psychiatrie a toujours tendance à penser qu'elle est moins forte que les autres disciplines, c'est valable pour les antipsychotiques. Il y avait un boulot qui avait été fait, remarquable, qui a été fait par Stéphane Leuch, qui avait été publié il y a 4 ans, qui mettait en évidence que la taille d'effet des antipsychotiques, on dit on n'a pas des bonnes molécules. Si on la compare aux molécules qui sont utilisées dans l'infarctus du myocarde, dans le diabète, on a une taille d'effet qui est comparable. On a des molécules qui sont efficaces, mais qui ne sont pas efficaces tout le temps pour tout le monde. Pas plus que les médicaments qu'on utilise dans de nombreuses conditions médicales, mais on a une tendance à l'autoflagellation qui est importante, et je pense qu'il faut malgré tout savoir que les médicaments qu'on a sont des médicaments efficaces, mais bien évidemment, on doit et on peut faire mieux. Donc ça, simplement, Fusar Poli a fait cette revue des différents outils. Vous voyez, je les ai listés là. Ce n'est pas tous les outils que j'ai montrés tout à l'heure. Et en fait, ce qui montre, c'est qu'il y a plutôt une bonne sensibilité de ces outils et une spécificité qui n'est pas très bonne. La sensibilité, c'est pour découvrir les faux, enfin pour démasquer les faux négatifs, la spécificité pour les faux positifs. Et vous voyez tous les enjeux qui existent autour de ça. Parce que si vous ne démasquez pas les faux positifs, vous allez traiter des gens qui ne seront pas malades, et si vous ne démasquez pas les faux négatifs, c'est l'inverse. Donc en fait, vous avez des gens qui échappent à la prévention, donc on a besoin de stratégies de ce type-là. Simplement, dans ce travail, il comparait aussi en utilisant l'air sous la courbe, ce n'est pas très important, on considère qu'une aire sous la courbe entre 0,8 et 0,9 donne un outil qui est excellent, et c'est là la comparaison avec d'autres stratégies, vous voyez, dans le risque de cancer du sein, dans le risque d'altération, dans le risque chez les sujets porteurs d'une altération cognitive, le risque associé à la maladie d'Alzheimer, le prédiabète, et on regarde, si vous voyez ça, on retrouve avec les outils employés, dans cette revue qui avait été faite, il met en évidence le fait qu'on a des outils dont l'efficacité est quand même relativement comparable à celle d'autres pathologies. Donc on a des outils. Le problème, c'est comment on peut les employer, comment faire. Alors, maintenant, je vais quand même m'intéresser à une partie, parce que ça faisait partie du cahier des charges, ces biomarqueurs, et donc c'est un élément important. Et malgré tout, vous verrez que c'est un petit peu plus simple.
Simple, très compliqué, mais simple en termes de résultats. On a assez peu de biomarqueurs qui sont véritablement validés. On a des travaux, vous l'avez vu, et par exemple, ce bout de dia a été montré tout à l'heure par Marie-Odile également. Simplement, là, en le détaillant, c'est pour expliquer, c'est pour montrer quelles sont les anomalies cognitives. Alors, cognition, c'est un mot valise dans lequel il y a beaucoup de choses qui rentrent, et en tout cas, il y a différents types d'anomalies cognitives, mais là, simplement, c'est des anomalies cognitives qu'on peut observer et qui sont significatives, présentes de façon différente par rapport à la population générale, chez des sujets à ultra haut risque de transition psychotique. Et on voit qu'on retrouve, par exemple, sur les fonctions exécutives, mais vous voyez quand ça traverse la ligne là, ça veut dire que ce n'est pas significatif. Donc on voit des résultats qui permettent de penser que des marqueurs peuvent avoir un intérêt, mais assez peu d'études, besoin de plus d'éléments d'information, et en tout cas pas une vision générale, mais je vais vous montrer tout à l'heure quelque chose qui montre qu'on peut intégrer les variables cognitives. Là, ça c'est un élément intéressant, c'est l'électrophysiologie. L'électrophysiologie, il y a une revue de la littérature, enfin une méta-analyse qui a été publiée en 2015, qui reprenait les différents paramètres électrophysiologiques qui permettraient dont les modifications seraient spécifiques chez les sujets porteurs dans un état à ultra haut risque avec un risque de transition. Seul un marqueur, la mismatch negativity, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez une réaction électrophysiologique différente, spécifique, quand on vous présente un stimulus différent d'autres stimulus au cours d'une série de présentations de quelque chose. Et donc, en fait, pour faire très simple, et donc c'est le seul qui était véritablement significatif. Je vous ai épargné tous les autres éléments, mais donc peut-être un marqueur d'intérêt, mais il faut mesurer ce paramètre électrophysiologique. Et alors, là, c'est juste pour la beauté de l'image, parce qu'en fait, il y a tout un tas de données d'imagerie. Alors, on a plutôt tendance à penser à l'imagerie fonctionnelle. J'ai pris ce papier qui n'est pas de l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire pas comment fonctionne le cerveau, tout simplement parce que, en fait, c'est assez original, je trouve. En fait, ces auteurs se sont dit, il y a peut-être des modifications structurelles du cerveau. Donc, ils sont intéressés à la neuroanatomie, à la structure du cerveau, et à la surface du cortex, plus précisément. Et en fait, ils ne l'ont pas associé au risque de transition psychotique, ils l'ont associé au niveau de fonctionnement. Ils disent, dans une population de sujets ultra haut risque, il y aura 30% des gens qui vont faire une transition psychotique, mais les autres, les sujets qui ne déclenchent pas une maladie, peuvent avoir la persistance d'une altération fonctionnelle. Ils ne sont pas malades, mais ils sont altérés dans leur fonctionnement par rapport à une population qui n'était pas à risque. Et justement, en prenant non pas la maladie qui se déclenche, mais l'altération fonctionnelle, est-ce qu'on a une différence en termes de surface corticale? Et donc dans ce papier qui est un proof of concept, c'est-à-dire pour essayer de voir si c'est intéressant, on trouve une différence avec un niveau de repérage intéressant. Et donc c'est simplement pour montrer que ces biomarqueurs-là sont à l'heure actuelle des éléments qui, on l'a vu sur l'aspect électrophysiologique, on l'a vu sur certains éléments cognitifs, pourraient être des marqueurs de repérage précoce. Toutefois, ce n'est pas les éléments qui sont utilisés, et j'ai parlé tout à l'heure de calculateurs de risque. Une des évolutions actuelles, récentes, c'est de faire en psychiatrie ce qu'on fait dans beaucoup d'autres domaines, cancéro, cardio, c'est-à-dire d'essayer d'explorer à partir de bases de données de sujets qui ont été suivis et dont on suit l'évolution, de voir quels sont les éléments qui permettent de dégager un risque particulier d'une évolution donnée, en particulier là, de la transition psychotique. C'est extrêmement important et ça permet, dans un cas donné, chez un sujet qui présente des caractéristiques, de dire le risque est plus élevé qu'eux ou moins élevé qu'eux, et donc ça justifie le type de stratégie qu'on va mettre, c'est-à-dire plus intense, plus particulière, éventuellement plus de risque d'une stratégie, parce qu'il y a un enjeu. Et ces calculateurs de risque, on en trouve maintenant en ligne. Je veux dire, alors c'est dans des cas de projets de recherche, c'est pas pour faire comme ça, mais c'est hyper intéressant, notamment, donc ça c'est un projet américain, donc c'est un projet de premiers épisodes qui sont suivis, donc vous pouvez aller, j'ai montré ça parce que c'est l'accueil. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne le calculateur, et le calculateur c'est ça. En fait, ils se sont centrés sur des paramètres assez simples, donc le genre, des modifications fonctionnelles, quelques modifications cliniques, puis deux paramètres cognitifs, l'un qui explore plutôt la mémoire visuelle et l'apprentissage, puis l'autre qui est de manière un peu plus générale, celui-là, qui explore d'autres paramètres. Un peu plus généraux aussi, la vitesse de traitement de l'information, les capacités de raisonnement, etc. Mais c'est des outils qui ne se font pas en routine, mais en même temps, qui permettent, quand vous faites, alors si vous allez sur le calculateur, si j'étais professionnel, je voulais utiliser ça, je mets les éléments en face, et vous voyez là, c'est ce que vous arrivez, et si je modifie les paramètres, vous voyez que le risque de transition à 1 an et à 2 ans se modifie, et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une modification de la manière dont on envisage les choses, c'est-à-dire qu'on a un outil
basé sur... donc vous voyez, c'est marqué en dessous, c'est une analyse à partir de leur cohorte, etc. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas qui donne un outil relativement simple d'évaluation d'un niveau de risque qui permet après de se dire, ben là, il y a véritablement des éléments qui justifient de mettre en œuvre une stratégie spécifique. Et après, le problème de la stratégie, c'est une autre histoire, mais en tout cas, on peut la baser cet aspect-là vraiment dans la décision. Et ça, c'est un autre calculateur, ça vient d'être publié là, il y a 15 jours. En fait, c'est un calculateur, c'est anglais, donc c'est au King's College, j'ai mis le sponsor à côté. Hein. Et en fait, c'est c'est aussi pour les professionnels. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour identifier en seconde ligne, vous rentrez un certain nombre de paramètres beaucoup plus simples. Et donc là, j'ai fait 2 variations pour vous les montrer. Vous voyez, en fonction d'un diagnostic, et ben, en fait, vous pouvez proposer le risque de transition. Donc là, c'est pour les professionnels de santé. C'est bien dit qu'il faut utiliser un outil particulier de diagnostic et qu'il faut être un professionnel de santé. Donc si vous répondez non à ces trucs-là, vous ne pouvez pas le faire. Et en fait, vous pouvez produire des éléments de risque. Une fois de plus, ce sont des calculs de probabilité. Ce n'est pas la réalité. Simplement, ça permet de poser les enjeux parce que vous voyez, par exemple, là, dans quelqu'un qui prend un trouble anxieux, le risque d'une transition psychotique peut exister, je veux dire, en prenant un certain nombre de paramètres, mais il est beaucoup plus faible que quand vous avez un épisode psychotique, etc. Donc en fait, il y a vraiment des éléments de compréhension et c'est une nouvelle démarche qui, à mon avis, est essentielle. Alors, ça vient de sortir lundi. C'est un papier du Journal of Clinical Psychiatry qui reprend tous ces calculateurs de risque dans tous les domaines. Et j'ai juste souligné ça, ces 2 points, qui en fait, c'est issu de la discussion, ce qu'il dit là-dedans, l'auteur, qui est vraiment un papier très intéressant. Il dit, le domaine de la psychose, c'est celui où on a le plus de publications sur les calculateurs de risque. Il y a les éléments, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a 24 types de calculateurs qui existent. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la phase, et il y a déjà eu les premiers papiers sur l'étude américaine, il y a eu déjà les premiers papiers où ces calculateurs de risque sont réutilisés dans des échantillons indépendants pour montrer que ça fonctionne, et c'est quand même extrêmement important. Donc, si je passe maintenant à quelque chose qui faisait partie de la commande, hein, c'est ce référoscope, hein, on est dans cette logique-là, mais d'une manière d'application complètement différente. Donc ça c'est au Québec, c'est en ligne, hein, vous pouvez aller chercher ça, et vous tombez là-dessus. Et là, on voit, tout à l'heure, je vous ai montré, les 2 calculateurs que je vous ai montrés sont pour les professionnels de santé dans des contextes bien précis, en utilisant des outils bien précis. Là, ce n'est pas pareil, c'est pour les familles, les professionnels ou le sujet lui-même. Et en fait, ça a été fabriqué par sponsorisé par cette structure qui a été créée dans les années 80 à l'initiative de familles et de travailleurs sociaux, et en fait, qui a construit cette mission-là. Quand vous allez sur le site, et que vous identifiez de quelque manière que ce soit, donc là vous vous identifiez comme, vous identifiez comme famille, et bien vous avez une série de questions qui sont une série de questions qui vont essayer d'analyser tous les facteurs qui sont des facteurs, comme vous voyez, des facteurs cliniques, donc reliés aux signes avant-coureurs de la maladie, comme par exemple des signes de fonctionnement cognitif. Et ça existe, vous avez vu, il y a les 3 formats existent, famille, professionnel, donc ça pourrait être par exemple un prof ou je ne sais quoi, enfin un prof ou un prof, et non mais je ne sais quoi, ça fait un peu désinvolte, donc... Et ensuite, le 3e élément, c'est un jeune lui-même qui va voir. Et on voit ces différents signes. Donc les différents signes, donc j'ai fait l'exercice, hein, et donc on voit les différentes altérations du fonctionnement au travail, on voit les altérations de l'humeur, donc j'ai coté d'une manière variable, vous le voyez, et puis les questions complémentaires sur est-ce qu'il était perdu. Donc vous voyez des trucs très subjectifs, la notion d'enfant différent par rapport à ça, et puis des enfants, des éléments autour des antécédents familiaux. On voit aussi qu'il y a les autres facteurs de risque qui sont traités, les éléments de l'environnement au moment de la naissance. Et on arrive, à la fin, je n'ai pas tout fait, eh bien, à ça. Donc en fait, c'est hyper important parce que qu'est-ce que ça donne? Ça donne un message qui est un message non pas, je veux dire, c'est quelque chose qui est ouvert. L'idée n'est pas, bien évidemment, de faire un diagnostic en ligne. L'idée, c'est de fournir des outils à différentes catégories de la population, les gens concernés, les jeunes, les gens concernés, les familles, les gens concernés, les professionnels, mais qui ont des points de vue différents et qui peuvent avoir un support à leurs questions et des éléments de structuration d'une éventuelle inquiétude. L'élément qui est compliqué là-dedans, c'est la partie basse. C'est qu'en fait,
par rapport à cette partie basse, sont données des recommandations précises sur ce qu'on peut faire avec des numéros, vous voyez, des éléments opérationnels. Alors, il faut toujours faire la même chose. Les psychiatres ont tendance à se flageller, mais les Français, on dit toujours on est mauvais, retardé, etc. Le Québec, c'est un petit pays, je veux dire une petite province, je veux dire il y a beaucoup moins d'habitants, 10 fois moins d'habitants qu'ici, et en fait, structurer les choses dans un pays comme ça n'a rien à voir avec le faire en France. Pas simplement parce qu'on est français et super différent, mais aussi parce qu'on est beaucoup plus nombreux, qu'il y a des éléments d'organisation complexes, et c'est comme ça. Ça ne veut pas pour autant dire que ce qui a été montré tout à l'heure par Marie-Odile ne doit pas être un objectif de manière à pouvoir avoir un calculateur comme ça, mais avoir cette partie-là. Et quand même, je vais dire, on peut aussi avoir cette réponse-là. Tout va bien, vous avez des possibilités, mais votre inquiétude est justifiée, mais vous pouvez avoir des réponses par rapport à ça. Donc vous voyez que c'est intéressant de voir qu'on progresse considérablement dans la manière dont on traite les informations cliniques, qu'on a des outils, qu'on a des moyens de les structurer, de les utiliser pour nous professionnels d'un côté, mais aussi pour la population générale qui a un intérêt comme vous, comme les professionnels doivent en avoir, le professionnel de l'éducation par exemple, et je pense que c'est un élément important à partager, car c'est probablement la porte ouverte à des initiatives qu'on pourra mettre en œuvre. Merci de votre attention. Comment ? D'accord. Merci beaucoup. C'est effectivement ce que j'attendais de toi. Donc, montrer qu'il y a du concret. Et je pense qu'il est important dans le questionnaire là de... Je peux dire un mot, Michel ? Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc on est un petit peu perturbé. Tout simplement, on attend la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées qui viendra remettre les prix. Elle n'a que quelques minutes, puisqu'elle a évidemment beaucoup de... Elle est très prise, et donc on interrompra à ce moment-là, et on remettra peut-être les prix si elle a très peu de temps, avant qu'il y ait un exposé. Voilà. Donc nous sommes très honorés aussi d'avoir la secrétaire d'État en plus de la ministre. Donc ça signifie quand même l'engagement sans doute très fort, en tout cas on l'espère, du ministère de la Santé et du secrétariat pour toute cette problématique et les pathologies psychiatriques en particulier. Donc merci encore Pierre-Michel. Ce que je voulais dire, c'est que l'intérêt de ce questionnaire, c'est que la personne qui répond au questionnaire est totalement libre. Ce n'est pas une interaction qui peut être difficile, délicate. On parlait de toute façon tout à l'heure des relations qui n'existent pas ou qui sont très difficiles à établir avec un enseignant, par exemple. Donc on va pas, le sujet qui souffre ne va pas s'ouvrir auprès de l'enseignant, par exemple. Mais en revanche, si effectivement il a sur un écran ce questionnaire, eh bien ça va, pour lui effectivement c'est pas difficile, et ça va certainement lui permettre de se rendre compte de ce qui se passe et peut-être effectivement l'aider à aller vers une maison d'adolescents ou autre. Et donc, il y a effectivement un progrès tout à fait significatif avec ce type d'outils, comme tu l'as souligné. Donc, l'exposé de Pierre-Michel Lorca est ouvert à la discussion. Qui souhaite intervenir ? Oui ? Oui, bonjour. Voilà. Par rapport au questionnaire, j'ai mon fils qui a été diagnostiqué précoce. Donc il aurait rempli ce questionnaire, il n'aurait eu aucune chance d'être parmi un repérage d'enfants schizophrènes. Il vient d'avoir 18 ans et il a été diagnostiqué schizophrène. Donc par rapport à ce questionnaire, je ne sais pas comment il peut passer d'un monde à un autre, quoi, si vous voulez. Enfin, il faut bien comprendre, hein, j'ai été rapidement. Le questionnaire que j'évoque, c'est un questionnaire, mais je veux dire avec un algorithme extrêmement simple qui utilise les questions, parce qu'il y a différentes questions, pour produire un niveau de risque derrière. C'est une version, on va dire, simple, si je puis dire, des questionnaires préalables, et en fait qui donne une recommandation. Donc en fait, vous dites il n'aurait pas été diagnostiqué ou pas, enfin je veux dire par rapport à ça, je ne sais pas. Je veux dire, vraiment sincèrement, je ne sais pas, puisqu'en fait, vous aurez, comme je le dis, il y a 3 versions, pour parler de ce dernier outil, il y a 3 versions autour de ça, et en fait, si vous l'aviez rempli par rapport à votre observation, ou bien lui, ou bien peut-être que des éléments, je veux dire, de recommandation
allant dans le sens du repérage ou pas, auraient pu se produire. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Hein. Il y a vraiment quand même une production liée à tout ce que j'ai montré avant, c'est-à-dire les pourcentages, c'est des probabilités. Donc une fois de plus, une probabilité n'est qu'une probabilité. Je veux dire, bien évidemment, le destin individuel ne se résume pas aux probabilités, et heureusement. Il n'empêche que ça permet d'avoir une réflexion adaptée au niveau de risque qu'on peut identifier chez un sujet. C'est juste ça. Oui, s'il vous plaît. Oui, représentante des familles, on trouve une idée fantastique, le repérage précoce. Sachant que la schizophrénie, c'est souvent l'entrée d'un jeune adulte dans la maladie de 18 à 25 ans. Or, en France, contrairement au Québec, je dirais qu'il nous semble que les familles sont les plus à même de faire remonter les signes précurseurs de la maladie. Or, en France, à 18 ans et un jour, les familles sont confrontées à un mur face à elles, malgré la demande d'alliance thérapeutique. Contrairement au Québec, nous sommes face à un mur puisqu'ils ont 18 ans et un jour et qu'on ne peut pas faire remonter ces signes précurseurs de la maladie. Donc, quelle est la solution on revient sur... Il y a deux éléments différents. Hein. Je veux dire, l'outil permet d'avoir à la fin, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'avoir à la fin une sorte de calcul probabiliste qui dit une recommandation. Après, c'est ce que j'ai terminé par ça, vous avez vu, je vous ai laissé les recommandations qui sont propres au Québec. Les questions qui se posent, c'est comment on élabore des recommandations donc des recommandations, pas au sens de la recommandation professionnelle, mais on met en œuvre, on décrit un dispositif qui permet d'eux. Et le dispositif qui permet d'eux, il passe par, bien sûr, l'identification des structures qui existent, mais aussi appréhender comment des familles ou des professionnels peuvent partager leur inquiétude, leurs préoccupations par rapport à une situation donnée. Et ça, je pense que c'est le rôle des associations, mais c'est le rôle des professionnels et aussi des pouvoirs publics, de voir comment on peut favoriser ça. Et donc, je pense que la partie qui n'est pas applicable d'un outil de ce type-là, c'est, comme je l'ai dit, la partie finale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il nous manque la description des structures qui existent d'une façon qui soit possible dans tous les territoires. Et une fois de plus, on n'est pas le Québec parce que c'est petit, c'est pas simplement ça, c'est que c'est petit. Et moi, j'y ai travaillé 2 ans, hein, donc je connais assez bien le dispositif. Hein, et petit, c'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Et deuxièmement, je pense qu'il y a des éléments de la façon dont on peut décrire les possibilités d'interaction qui sont essentiels. Il a été annoncé par la ministre tout à l'heure, la volonté de concertation. Ben, dans la concertation doivent entrer ce type d'éléments que vous évoquez. Après, dire que tout d'un coup, on va modifier... Alors, il y a 2 choses. Il y a la structure légale, les possibilités d'interaction qui existent, et puis il y a les mentalités. Moi, je suis... Tout à l'heure, Philippe Janet a dit les jeunes collègues, j'ai eu l'impression qu'ils me regardaient, moi je suis vieux, et en fait c'est plutôt des gens comme Vincent Laprévotte, etc., qui sont jeunes, et qui peuvent imaginer qu'ils verront les fruits de tout ce qu'on fait pour modifier les mentalités. Mais la modification des mentalités, ça passe par nous. Moi, je ne suis pas représentant des psychiatres, et je ne suis pas essentialisé à un psychiatre, je ne suis pas qu'un psychiatre, je suis bien d'autres choses, heureusement, mais en même temps, les psychiatres sont différents, il y en a plein qui ont des positions différentes, variables, et il faut qu'on arrive à modifier ça de notre côté, et il faut que les éléments de la société se modifient. Mais je veux dire, une fois de plus, il y a des aspects concrets de ce qu'on peut essayer de mettre en œuvre, et puis il y a des éléments qui ont à voir avec tous ces éléments de stigmatisation qui ont été évoqués, dont malheureusement, moi, il y a longtemps, je pensais qu'on pouvait modifier les choses plus vite, et puis j'ai appris à être plus patient. Mais c'est dommage parce que moins on a de temps qui nous reste, plus on devient patient. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. D'autres questions ? Bonjour. Je voudrais m'attarder sur un point clinique particulier. Vous l'avez évoqué à l'envers, c'est-à-dire les jeunes qui demandent de l'aide. Est-ce que ce point clinique particulier qui est de ne pas demander d'aide, de ne pas voir la situation, contrairement à M. Paulo Tonka, qui nous a bien expliqué qu'il avait souvent, enfin, le plus souvent la conscience de ce qui lui arrivait. Est-ce que ce point d'être dans le déni de ce qui vous arrive, ou de ne pas voir les choses, de ne pas demander d'aide pour nos jeunes adultes malades, est-ce que c'est un point qui a été repéré comme ayant une incidence plus importante, voire grave, sur l'évolution de la maladie? Oui, mais enfin, il y a 2 choses différentes. Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était
l'absence de détresse ressentie. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, c'est moi qui ai fait l'inférence que ça avait un impact sur la capacité à demander de l'aide. Si vous vous sentez pas mal, vous n'avez pas forcément tendance à penser que vous avez besoin d'aide. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ce n'est pas tout à fait neutre non plus, parce que ça veut dire que tout le monde ne ressent pas ces phénomènes-là comme des phénomènes qui sont... Mais tout à l'heure, ce qui était évoqué, c'était ça, que des voix qui étaient cohérentes n'entraînaient pas une détresse particulière. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des éléments de détresse par ailleurs, mais c'était ça l'aspect. Pour répondre à votre question, donc d'une manière un peu plus spécifique par rapport à votre question, c'est l'absence de conscience du trouble, c'est quelque chose qui est un élément constitutif de beaucoup de maladies. Ce n'est pas propre à la schizophrénie. Je veux dire, il y a beaucoup de troubles dans lesquels les gens n'ont pas de conscience. Je veux dire, on peut parler des addictions très simplement, mais il y a beaucoup de troubles dans lesquels c'est comme ça. Ça, c'est le premier élément. Et forcément, ça a un impact sur la capacité à se faire aider, à se faire soigner, et donc sur le pronostic. D'un autre côté, le problème qu'il y a et sur lequel il faut avancer, c'est que cet impact-là, cette conscience du trouble, ça fluctue dans le temps. Les gens ne sont pas conscients, pas conscients. Comme tout le monde. À un moment donné, ils sont conscients, des moments, ils le sont moins. Et le boulot, c'est qu'on ne se décourage pas, nous en tout cas professionnels, pour penser qu'on peut modifier la conscience du trouble chez les gens.